cette édition, ce soir, élection législative, le PASTEF triomphe et prend le contrôle du Parlement. Ce jeudi, la Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires des élections législatives anticipées avec 130 sièges sur 165. Le PASTEF frappe fort et s'impose comme le nouveau leader politique du Sénégal. Ousmane Sonko et son équipe sont désormais en position de concrétiser leurs réformes ambitieuses, un tournant décisif dans l'histoire politique du pays. Lutte contre la corruption, l'OFNAC accélère la guerre contre l'impunité. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption intensifie son action de 42 à 88 affaires traitées en un an. Les résultats sont frappants et avec la nouvelle majorité parlementaire, l'OFNAC pourrait bien obtenir enfin les moyens nécessaires pour imposer la reddition des comptes et assainir la gestion publique. Moustapha Diakhaté dans la ligne de mire de la cybersécurité, une convocation qui fait débat. Le discours polémique de Moustapha Diakhaté a des répercussions et il doit répondre de ses propos auprès de la division spéciale de cybersécurité. Après sa déclaration accusant les électeurs de Ousmane Sonko d'être maudits, une enquête est ouverte pour encadrer les libertés publiques et garantir la responsabilité des médias. La presse sous pression, les comptes des médias toujours gelés malgré l'annonce du dégel. Le secteur médiatique est dans l'incertitude. Les comptes des entreprises restent bloqués malgré des informations contradictoires. Mamadou Ibra Kane du CEDEPS dément un blocage récent mais annonce des mesures à venir. Les acteurs de la presse attendent des actions concrètes pour sortir de l'impasse et respirer enfin. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. La Commission nationale de recensement des votes a officiellement proclamé ce jeudi les résultats provisoires des élections législatives anticipées tenues dimanche dernier. Le grand vainqueur, le PASTEF, qui remporte une large majorité avec 130 députés sur 165, soit 78,79% des sièges. Ce résultat historique confère au parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko un levier décisif qui marque pour mettre en œuvre ces réformes, une victoire qui marque un tournant dans l'histoire politique récente du Sénégal, offrant au PASTEF une opportunité unique de concrétiser ses promesses électorales. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec le compte-rendu de Ousmane. Après la victoire éclatante de PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye et son équipe gouvernementale semblent prêts à accélérer les réformes. Plus de 80 projets de loi sont déjà finalisés et attendent d'être soumis à l'Assemblée nationale. Cheikh Omar Diagne, directeur des moyens généraux de la présidence, a annoncé que ces textes longtemps bloqués sont désormais prêts à transformer le paysage législatif sénégalais. Il précise: nous avons enfin une législature sérieuse et engagée pour l'intérêt des Sénégalais. Les prochaines semaines seront décisives, une législature placée sous le signe de la rupture, dit-il. Yoro Dia, ancien porte-parole de la présidence, s'est exprimé avec vigueur lors de l'émission MNF revenant sur la victoire de PASTEF. Il a insisté sur l'urgence d'agir pour répondre aux attentes des citoyens. Selon lui, le parti n'a plus d'alibi. Donc, avec cette majorité écrasante, ils ont l'obligation de satisfaire les attentes populaires, notamment sur des sujets brûlants comme la loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Un message clair adressé donc à la nouvelle majorité parlementaire appelée à prouver son efficacité.
Là où il y a la cohérence, c'est que Sonko et Diomaye avaient promis beaucoup de choses aux Sénégalais en leur disant que pour qu'on puisse réaliser ce qu'on vous a promis, il nous faut avoir la majorité. Maintenant, les Sénégalais leur ont donné la majorité, d'où la troisième analyse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, Pastef n'a plus d'alibi. Le bilan de Macky Sall range un régime et je pense que maintenant, ce discours-là est éculé. Maintenant, il faut que Pastef se mette au travail pour essayer de tenir ses promesses électorales, ce que, à mon avis personnel, je ne crois pas trop. Parce que le premier adversaire du populisme, c'est l'exercice du pouvoir. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez promettre monts et merveilles, vous pouvez faire des manipulations, mais quand vous êtes au pouvoir, c'est difficile de manipuler la réalité. L'opposition gère des déclarations, mais le pouvoir gère la réalité. Et aujourd'hui, la réalité que nous avons, c'est que l'économie est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt et la question essentielle pour les Sénégalais, c'est l'économie. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, redouble d'efforts pour assainir la gestion publique entre 2023 et 2024. Le nombre d'affaires traitées est passé de 42 à 88 nombre d'affaires traitées et témoignant plutôt d'une intensification des investigations. Selon Omar Sen, chef du département d'investigation, cette dynamique sera renforcée par la nouvelle majorité parlementaire, offrant enfin les moyens d'exiger une reddition des comptes, une avancée significative dans la lutte contre l'impunité au Sénégal. Alors que l'année 2024 n'a pas encore vu le bout du tunnel, le bilan d'activité de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption révèle déjà une nette augmentation du nombre de dossiers ouverts. Selon le chef du département d'investigation de l'Office, le commandant Omar Sen, qui animait un panel lors d'un atelier de formation organisé par Amnesty International Sénégal et l'OFNAC, le nombre de dossiers ouverts a presque doublé entre 2023 et 2024, passant de 42 à 88 affaires. Le nombre de convocations passant par cette même occasion de 102 à 252 et le nombre de réquisitions de 127 à 181. Toujours selon lui, ces chiffres pourraient être revus à la hausse avant même la fin de l'année. Cela montre une dynamique de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, l'enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes. Et avec les nouvelles lois modifiant les lois de 2012 sur l'OFNAC et celles sur la déclaration de patrimoine, les compétences sont plus renforcées. Désormais, en plus des attributions qu'il avait déjà, l'OFNAC a le pouvoir de placement en garde à vue, d'user de techniques d'enquête spéciales ou encore même de mener une médiation pénale. Pour la déclaration de patrimoine, si en 10 ans, près de 40% des personnes assujetties n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine selon la chef de division de réception et traitement des déclarations de patrimoine, désormais, l'évolution du patrimoine des assujettis est plus encadrée. Un acte que tous les membres du gouvernement ont effectué selon Aminata Diop. Le nouveau pouvoir a ainsi toutes les cartes en main pour surtout lutter contre la grande corruption au sommet de l'État. Même face à la non prise en compte de la responsabilité des personnes morales impliquées dans des actes de corruption, la majorité du pouvoir à l'Assemblée pourra faire sauter les verrous à travers une haute cour de justice qui en est compétente. OFNAC, déclaration de patrimoine, pôle judiciaire financier, majorité à l'Assemblée nationale, la mise en application du principe du Djoub et Djoubanti devient plus que jamais possible. La division spéciale de cybersécurité rattachée à la direction de la police judiciaire a convoqué Moustapha Diakhaté pour des propos jugés offensants. Selon une convocation officielle, il est tenu de se présenter au siège de la DSC le 29 novembre 2024 à 10h, invité du plateau de 7 TV Soir. Mardi dernier, Moustapha Diakhaté avait déclaré que tous les Sénégalais ayant voté pour Ousmane Sonko étaient maudits, suscitant une vive polémique et une vague d'indignation au sein de l'opinion publique. Cette sortie controversée semble avoir déclenché plutôt une enquête des autorités qui veillent à encadrer la liberté d'expression dans les médias et sur les plateformes numériques. Lors d'un entretien sur 7TV avec Mamoudou Awandiaï, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar Moustapha Diakhaté n'a pas mâché ses mots en critiquant sévèrement le choix de la majorité des électeurs. Selon lui, Ousmane Sonko, malgré son combat de ces dernières années, ne méritait pas la confiance des Sénégalais. Il a même déclaré que les personnes ayant voté pour Sonko sont maudites.
Des propos qui ont suscité une large indignation. képp koo xam ne ñeme nga nit ku la def lu mel noonu nga jël bulletin xool turam ne ci photo nekk ak turam nga dugal ko ci urne loolu askanu alku rek moo koy def. kese. egg na foofu. mais bien sûr mais Modou Awa Pastef li mu def ci lu bon ci réew mi dama ne ginnaaw traite négrière ak colonisation musul dal Sénégal. Cependant, une telle prise de position semble en décalage avec l'élan populaire qui a porté le PASTEF au pouvoir lors de ces dernières élections. Si tous les Sénégalais partageaient la vision de Moustapha Diakhaté, ironie certains, le PASTEF n'aurait obtenu aucun siège lors des législatives du 17 novembre 2024. c'est-à-dire li ñaan gaalu dof du teer. ñan ngay waxal. Sénégalais yi ko yëppal. déedéet waaye yow tamit. non gaalu dof du teer wala boog du teer fu neex bokk ya. non Modou Awa Ndiaye. da nga wax ne lépp Sénégal am ñoo seen sago. mais bien sûr non man dama ne gaalu dof du teer. waaw parce que Modou Awa Ndiaye. Face à cette polémique, l'ancien parlementaire a été convoqué à la division spéciale de cybersécurité, rattachée à la direction de la police judiciaire. Il devra répondre de ses déclarations ce vendredi 29 novembre 2024, une affaire qui promet de faire couler beaucoup d'encre. Babundour, le journaliste Adama Gaye devra également répondre devant la division des investigations criminelles DIC. Convoqué pour ce jeudi, il a annoncé demander un report au faute de disponibilité de son avocat. Une affaire qui relance le débat sur la liberté d'expression et la gestion des conflits d'intérêts au Sénégal. Une polémique secoue le monde de la presse. Les comptes des entreprises médiatiques restent gelés, contrairement aux informations relayées. Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, a démenti tout déblocage tout en assurant qu'un dégel a été ordonné par le directeur des impôts et des domaines. Une clarification qui appelle à la patience alors que le secteur de la presse attend des actions concrètes pour sortir de l'impasse. Les comptes des entreprises de presse ont été débloqués et de manière exhaustive. L'information diffusée depuis ce mercredi est reprise plus d'une fois par des confrères et tout bonnement fausse. Le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal s'explique en exclusivité. C'est une fausse information. Les comptes des entreprises de presse n'ont pas été toutes débloquées. Je n'ai absolument pas dit que les comptes étaient débloqués. J'ai simplement dit que le directeur général des impôts et domaines avait donné des instructions à ses services pour que les comptes soient débloqués. Il faut un autre document qu'on appelle main levée. Mais pour le moment, j'ai discuté avec certaines entreprises, elles n'ont pas encore obtenu la main levée. Mais avec l'ordonnance du directeur des impôts et des domaines, le spectre d'une paix semble revenir entre les nouvelles autorités et le patronat de presse. Cela dit, est-ce un compromis ou une compromission? Le ministère des Finances et du Budget, par exemple, nous l'avons rencontré. Nous avions rencontré le 17 juillet le ministre de la Communication. Nous avons solliciter la médiation de plusieurs structures, dont notamment le médiateur de la République, pour qu'il y ait un dégel, pour que l'appel du président de la République du 14 août 2024, à l'issue du Conseil des ministres, que cet appel rénové puisse être mis en œuvre. Mais pour le moment, nous n'avons absolument aucune solution par rapport aux problèmes que nous avons posés. Agressé de toutes parts avec la rupture unilatérale des contrats des démembrements de l'État du Sénégal, l'épongement des dettes qui n'est toujours pas effectif, sans oublier la distribution de l'aide à la presse qui se fait attendre. Le secteur de la presse agonise. Cependant, Mamadou Ibra Kane espère que le dégel des comptes sera synonyme d'une bouffée d'air frais pour les différents chaînons qui composent le secteur des médias. À Thiès, au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie du marché central, le maire Babacar Diop s'est rendu sur les lieux pour constater de visu les dégâts. Il a également dénoncé des problèmes structurels dans la gestion du marché, soulignant un rapport de l'inspection générale d'État IGE qui met en cause l'exclusion de sa mairie, une situation qui relance le débat sur la gestion décentralisée des infrastructures publiques. Ce marché, comme l'a dit un rapport de l'IGE qui est sur ma table, ne peut pas à lui seul être géré par une seule commune. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une polémique que j'ouvre.
J'ai d'excellents rapports avec le maire de la commune de Thiès Nord. C'est un ami pour qui j'ai beaucoup de respect, mais le rapport est antérieur. Le rapport est antérieur. Nous, je pense qu'au niveau de la ville devrait pouvoir aider dans la prise en charge, dans la gestion quotidienne du marché. Mais si on laisse tout entre les mains de la commune, et qui a ses limites aussi, plus les problèmes que nous connaissons, structurels. On ne peut pas indexer la commune, ce n'est pas la faute de la commune. Et toutes les personnes qui fréquentent au marché, si on leur dit qu'il y a un incendie, ils ne doivent pas être surpris. Ils ne doivent pas être surpris. Et ça montre quoi? Je pense que c'est à plusieurs niveaux. Le préfet qui était là-bas à plusieurs reprises, il a tenté de mettre de l'ordre, mais il se rend compte que ce n'est pas simple. On ne décrète pas, on ne le décrète pas. Et tout ça montre que la complexité de la question. Des propos recueillis par Binta Traoré. À Rufisque, le préfet Magatte Diouk annonce une vaste opération de déguerpissement visant à libérer les espaces publics occupés illégalement. Cette opération, prévue pour débuter le 5 décembre, s'inscrit dans une volonté des autorités locales d'améliorer le cadre de vie des habitants et de réorganiser les zones urbaines, un chantier qui suscite déjà des réactions contrastées au sein des populations concernées. C'est dans un communiqué officiel que le préfet de Rufisque, Magatte Diouk, également président du comité départemental de gestion du cadre de vie, a précisé que les efforts se concentreront en priorité sur le boulevard Maurice Gueye et les abords du marché central, deux zones particulièrement affectées par les occupations illégales. Parmi les cibles de cette opération figurent les garages clandestins, les parkings non autorisés et les vendeurs installés de manière informelle. Le préfet a invité les occupants concernés à libérer volontairement les lieux avant le début des opérations. À défaut, des interventions seront menées pour restaurer l'ordre dans ces zones stratégiques. Cette opération vise également à renforcer la sécurité, promouvoir la salubrité et offrir un environnement plus agréable aux résidents de Rufisque. Enfin, le préfet a appelé à la coopération de tous les acteurs concernés pour garantir la réussite de cette initiative. Pour rappel, cette opération majeure de déguerpissement débutera le 5 décembre 2024, une initiative portée par les autorités locales pour libérer les espaces publics occupés de manière anarchique et améliorer le cadre de vie des habitants. Parlons à présent de la FIDAK, Foire internationale de Dakar, qui s'ouvre le 20 décembre prochain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a effectué une visite sur le site ce jeudi pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À l'issue de la visite, il a exprimé sa satisfaction et assuré que tout serait fin prêt pour l'ouverture de ce grand rendez-vous annuel. L'édition de cette année revêt une dimension particulière, marquant également le cinquantenaire du CICES, un compte rendu signé Djibril Diallo, Omar Meng. La FIDAK est le plus grand rendez-vous économique de la sous-région ouest-africaine. À quelques jours de son ouverture officielle, l'heure est aux dernières retouches. Tout sera prêt avant le jour J, rassure le ministre. Différents pays participants sont déjà à pied d'œuvre. Les stands sont extrêmement avancés. Et je pense que là, nous serons prêts pour l'inauguration. La foire de Dakar célèbre ses 50 ans. Dans son décor métallique et ses près de 30 hectares, ce centre commercial énorme s'agrandit d'année en année en termes d'exposants et de visiteurs. On est parti pour pas moins de 2000 exposants attendus, 30 nationalités attendues également. Le CICES Ticketing est une application en ligne, vous pouvez acheter votre ticket, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'au CICES pour avoir votre ticket. En ligne, payez votre ticket, dans votre bureau vous pouvez payer votre ticket, arrivez sur place, on va scanner le ticket et vous passez. Les nouvelles autorités veulent faire de ce rendez-vous annuel du donner et du recevoir en World Trade Center une véritable foire de marketing pour vendre le Made in Sénégal. Nous voulons aussi être présents à l'international. J'aimerais aussi qu'on fasse venir les pays sur les 5 continents. Il faut que les grands pays du monde soient là, les États-Unis,
l'Afrique du Sud, les pays comme justement de l'Union européenne, la Chine, l'Asie doit être là. Et ça, c'est un autre projet que le directeur général devra porter. La foire de Dakar est un monde où on peut faire le tour du monde et où chaque stand invite à voyager. Voyager dans le temps, voyager à travers plusieurs pays dont la Guinée et le Rwanda, les deux invités d'honneur. Voyager à travers les manifestations de toute l'économie moderne et les produits locaux qui font de la foire de Dakar la première foire d'Afrique, marquant la foire du cinquantenaire d'une bonne note et d'un joli timbre. Naissance d'un nouveau syndicat dans les universités, l'Alliance des travailleurs des œuvres universitaires et des universités du Sénégal. Cette organisation entend défendre les droits des employés des centres des œuvres universitaires et universitaires avec un contexte marqué par de multiples revendications. ATOU promet d'être une force de propositions pour améliorer les conditions de travail et les services offerts aux étudiants. D'abord, on était des syndiqués quelque part. C'est parce qu'on n'est pas du tout satisfait par la démarche entreprise par ceux qui nous dirigeaient qu'on a quand même jugé nécessaire de mettre en place ce syndicat pour quand même mettre en place une autre forme de lutte, plus d'engagement et de responsabilité et tout. Donc nous serons là pour l'intérêt quand même exclusif des travailleurs. Nous sommes là avec nos collègues syndicalistes et tout, que nous n'ignorons pas quand même leur expertise, leur expérience et tout, mais quand même nous allons faire une autre forme de syndicalisme ici au COUD. Hors de nos frontières, sport, tension entre la Guinée et la CAF. La Fédération guinéenne de football, FGF, a déposé une plainte officielle concernant un joueur non inscrit lors du match Tanzanie-Guinée. Elle réclame une victoire sur tapis vert et pointe également un changement d'horaire tardif et, selon elle, affecter les performances de son équipe. La CAF est désormais appelée à statuer rapidement sur cette affaire. Au Mali, le général Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre de transition. Figure clé du régime, il succède à Choguel Maïga et promet une gestion rigoureuse des crises. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et diplomatiques majeurs. Et puis, la Cour pénale internationale frappe un grand coup. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Ces accusations concernent des crimes de guerre présumés dans la bande de Gaza. Une décision qui risque de polariser davantage la scène internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonne suite des programmes. Au revoir.